Voilà. Donc je vais lire des extraits de ce livre qui s'appelle La plus grande aberration. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. S'il va dehors, même le chien peut rencontrer le bâton, simple et double, à usage changeant, pour regarder le monde. C'est un jouet ou bien une fibre optique. La nature en est un, magique et pétrifié, une branche taillée, finie, une antenne en bois et en Y qui tourne, puis file vers le haut et vers le bas quand elle est tout près de l'eau. Et si l'on y plonge droit, au-dessus, en dessous et courbé, la raison le redresse. On voit à l'intérieur du superflu et du reflux un joli tourbillon qui se forme autour, un agencement propre à rendre la mesure de toute chose, une drôle d'expérience, analogue à celle de la fourmi qui le prend pour un chemin de campagne, à celle du phasme qui en devient un bâton, ou alors une sacrée brindille, et tombe dans un sommeil profond. Il fait le mort, les yeux éteints, fixes, et tournés, pareil à ceux d'une statue, s'allume une petite lumière au milieu de sa chambre aveugle. Il cherche une chose et en rencontre une autre. On ne peut se réveiller avant que les yeux soient de retour, ou d'avoir un bâton au bout des doigts, un tube à vide, et le bonhomme, allumette, danse un ballet aux effets stupéfiants, en courant continu, et chante, inarticulé, le grand poème des ligaments et des jointures. Il suit les traits de l'ombre qui dessinent une figure sur le mur, comme sur le tableau noir. Il est le scribe de la nature, magique et pétrifié, qui trempe sa plume ici et là, dans la peinture, la cire et dans la pâte à modeler. Un vrai jouet, une super fibre optique. Oui, j'ai oublié de dire que maintenant mes photos sont en couleur parce qu'on m'a accusé de ne pas aimer le monde parce que je faisais des photos noires et blancs. Donc j'ai mis de la couleur. Les yeux vides, ouverts, dormants ou somnolents, l'esprit se promène entre les choses ou derrière, des jolies silhouettes. C'est là qu'elles se trouvent. Il glisse le long des lignes. Vous revenez donc, figure mobile et furtive, dans un vague lointain, une tige optique qui touche le soleil et les étoiles. Il en voit plus que personne n'a jamais vu. Pareil, à l'œil composé de la mouche, une demi-sphère équipée d'une bonne lentille qui lui donne une image panoramique du monde. Elle sait tout. Il n'y a rien d'inconnu qu'elle n'ait connu, collée aux vitres dans l'ombre des couloirs, au bord des canaux, posée sur la fleur ou sur le petit cartel dont elle cache la signature à moitié, Jacobar, Vigenis, 1495. Les yeux vides, Luca voit toujours plus qu'on ne voit, le visible, le recto, verso, les objets au bout des doigts, pourtant sans épaisseur ni milieu propre, la ligne de fuite, l'horizon. Il rêve et il invente, mais il ne dit rien, dormant ou somnolent, un peu comme l'insecte, muet et aveugle, au-delà de 2 mètres. À gauche, c'est le côté de l'ombre, de l'autre. Se lève le soleil ou bien la lune, l'angle, le rayon et son cercle. Une ligne à haute tension entre la main et la main se fait un recroisement, comme de l'œil à l'œil, un fluide très subtil et très mobile. À gauche, le pouce et l'index partagent la hauteur du livre, les éléments en 2 parties inégales. À droite, il dessine au trait un réseau de lignes, un mélange pareil à une toile d'araignée, des nuages, des planètes et la végétation, les figures, un visage tout rond, sur le tableau noir son image séparée. Entre les deux passe le monde en pointillé, les mains électriques, son corps aimanté au nombre des choses, une machine qui se remonte toute seule, elles sont si commodes. Un mécanisme fait pour quantité d'art et de manufacture, double, symétrique et enchanté. L'une ne serait rien sans l'autre, capable de l'arrêter. Luca, elles t'appartiennent et ne t'appartiennent pas, l'une déposée, l'autre en suspension, un bâton momifié pour 6e doigt, une aiguille tremblotante, plongée dans de l'encre ou de la peinture. Elles ont la bonne taille pour contenir une sphère et pour conduire les pensées à la vitesse du son. On n'y voit rien, et pourtant les yeux sont au bout des doigts, pieds et mains confondus. Un superconducteur entre eux passe le monde en pointillé.
J'ai tenu moi-même des morceaux de roche sur lesquels était gravé un mulet boxeur, une raie ou la torpille noire qui produit des sacrées décharges. S'ils réussissent, elle se mettra à bouger et même à tourner la table astronomique de la plus grande aberration, en longitude et latitude des étoiles fixes, Lucas et son ombre détachée, les deux du même côté. Ils s'y tiennent à l'écoute et couvrent l'un après l'autre tous les globes. Elle abonde en outils et en figures, en livres ouverts et fermés, qui pourraient aussi bien être une cruche à la beauté antique, une corbeille avec des fruits gâtés, du pain sec et des feuilles piquées. C'est la vraie vie tranquille. Le ciel haut et la terre basse. Entre les deux, il y a un joli prisme, à moitié rempli d'eau comme le ballon de l'âme, une constellation qui retombe sur la table, la seule à être à la bonne hauteur. On dirait presque le petit solide en forme de soucoupe volante, l'os creux qui défie toutes les lois de la pesanteur. Lucas, mine de rien, vient peut-être de mettre le holà entre un esprit et une idée, ou alors entre le monde et lui. Un bon tour de magie, le doigt pointé au-dessus de sa planche ventriloque qui nous dit des choses réellement surprenantes. Comme un poisson, la bouche cousue et sans expression, Lucas est aphasique sous son capuchon. Parcouru par un courant continu, de la main gauche à la droite, il pense, croit, sent et aimante. L'idée, sa chambre est un champ électrique, là où convergent toutes les images, et c'est sa présence qui en fait le silence. Aussi muet qu'une étoile fixe, rouge et verte, Lucas enregistre les yeux levés, calmes et traversants, le corps entièrement immobile, pareil aux aubépines, les espaces infinis. Il entend des voix, car chaque bruit écouté longtemps en devient. Alors que dans son dos, Guido l'assiste, son ombre séparée assure tous les passages, et sur le point de dire le petit secret qu'il ne connaît pas. Mille ébauchent le silence de la peinture et la figure aux proportions si parfaites. Il en perçoit une sacrée qui frappe son oreille telle une cloche, vibrante et blanche à la fois. Elle ne vient pas de loin, elle sort d'une petite boîte, d'un sac, de derrière la porte, ou de la table ventriloque qui a le don de toutes les langues. Les deux bras tournés vers le bas avec la rectitude d'une colonne, la longue tige au bout des doigts où passent tous les genres de substances. Lucas est comme un très grand arbre à cire ou celui des sciences, qui va des premiers principes, ses racines carrées, jusqu'aux termes particuliers, ses feuilles remuantes. Fixe mais pas immobile. C'est sa pensée qui chemine, elle s'étend et se divise, court, à travers le paysage élastique, le long des allées sombres, des ruisseaux qui murmurent, traversent les théâtres fleuris. Un tableau à chaque pas, varie et bourgeonne, explose et produit une commotion qui parcourt le ciel en entier, une énorme décharge électrique. Pourtant, dès la tombée du jour, il se fait bien plus discret, ses mouvements se réduisent dans sa chambre noire, et sous la lune à moitié formée, pareil au trèfle ou à l'épinard, il présente un sommeil nocturne. Il suit alors les traits de son ombre découpée, Guido, son ombre végétale, au-dessus de la table, d'un très beau vert pré. Droit comme une pile, d'un bout à l'autre, au-dessus de la table, un beau tapis d'herbe qui bat très lentement. Lucas, si calme et silencieux, est traversé par un courant continu, un mélange de traits et de lignes. En réalité, c'est un humain modifié, un brillant conducteur. Son bâton est un néon ou un tube à vide dans lequel passent et repassent tous les fluides. À sa pointe, un parapluie, la carte du monde, dans une bulle de savon. Et pour éclairer le tout, un joli lustre à facettes, des pans découpés nets, la lumière super mobile. Il s'agit d'un étonnant système. Lucas veille, il pense et voit en noir et blanc, et pourtant il rayonne une admirable clarté, un spectre aveuglant dans les régions du vert et du rouge. Son œil est un rayon X égal à une flèche qui voyage à la vitesse de l'éclair. Il zèbre le ciel et traverse survolté l'air qui apparaît d'une manière et d'une autre. Les nuages, les étoiles en formation, sous la lune électrique qui roule tout en cercle, sa lumière dérobée, il voit en haut et en bas
Sa pensée ondule, élastique, lisse, sur la surface tranquille de l'eau, ou vole en particules. Elle franchit n'importe quel obstacle et va sur l'ensemble du décor. C'est mystérieux l'électricité, pense-t-il. Un trajet nerveux dans le paysage unique, aller et retour, là où l'attend immobile, au milieu des traits et des lignes, debout sous le ballon à moitié vide, pile entre le jour et la nuit, son double débranché, Guido, en circuit fermé. Dans l'air de la chambre, qui apparaît parfois d'une manière, mais souvent autrement, c'est un vent très subtil qui entoure le nuage taillé, à quantité de côtés, du verre suspendu, une substance vitrifiée dans laquelle Guido et sa ville se voient comme un reflet parasite. Luca regarde en noir et blanc. Il photographie la pensée, une ombre rapide et sans poids, un fantôme vaporeux qui occupe et n'occupe pas certaines places. Et cela donne une très belle image en 3D avec des tas de nuances et des brusqueries, un vrai présage, mais qui renvoie aussi à tous les temps. Luca se souvient la figure vidée. Il s'agit d'un petit secret, comment ça surgit puis disparaît du lieu qu'il a vu naître. Tandis que son regard électrique se lève vers la superbe veilleuse, une lune froide, à l'œil rond, faite de verre, tulipes ou triplex, riche en fougères, ardent ou dormant, fragile, mais inaltérable, et d'eau, la pire de toutes, celle qui dort, pour en attraper les bords et la traverser sans fatigue, dans un va-et-vient qui ne finit pas. Un vrai présage, c'est dans la boule, à 26 faces, du cristal miroitant, comme l'œil d'un insecte que le monde se voit, flottant et en réduction. L'eau croise les images et les retourne, elle active les ombres, les volumes, les ondes et les vagues aux orientations et couleurs particulières. Tout y est. Luca, à moitié aveugle, dit la bonne aventure et Guido le regarde faire. Sur son très beau support de clairvoyance, pareil à une bulle de savon, mais que devient-elle donc dans un champ électrique? Il considère les aberrations, lit en bas dans les entrailles et en haut dans les astres. Il est un sacré médecin et aussi un aiguilleur du ciel. Le monde s'y voit, tantôt d'une façon, volontiers d'une autre, et les choses sont des nombres. Il devine tous ceux à venir dans les traits et faits de plus en plus merveilleux de la sublime mesure, dans cette forme qui hante l'espace, une boule, une bulle, un double bol, une goutte d'eau ou un miroir bombé. Il ne faut jamais oublier les attraits inquiétants de la géométrie. C'est midi, dans la chambre, l'heure sans ombre où personne, ni vivant ni mort, n'en projette, ou bien minuit, quand tout revient dans les coins, sur la table et dans ses pieds, sous la main aimantée qui arrondit les angles d'un côté et divise toute la hauteur du livre de l'autre, en extrême et moyenne raison. Son visage égaré, plein de langueur, est un masque qui s'ouvre, en laisse voir un second, celui de son voisin à qui le tableau revient. Il s'invente une nouvelle face, sans trait particulier, une image égale à son double, celui reflété du peintre Jacopo, de tel autre. C'est une folie à plusieurs. Des sosies, des jumeaux, une réplique, la chose se manifeste rarement seule. Un drôle d'écho, quoi qu'il arrive, à la voix blanche, une idée du son en basse continue, qui résonne de loin en loin dans le paysage à demi coloré. Guido est comme tombé de la lune sans un bruit, pâle, les yeux brillants, tournés au dehors. Il est un oiseau de nuit avec ses plumes bien rangées, le grand-duc d'Urbino, qui se tient si gentiment derrière, mimétique. L'ombre portée du mort vivant et ce calme inquiétant qu'elle produit souvent. Sentinelle, où en est donc la nuit? Et son théâtre, entre veille et sommeil, celui qui regarde longtemps les songes, en devient une d'ombre, projetée, mais tellement conforme à l'original. Un oiseau égal à toute heure, dont les yeux, orangés, ne montrent aucun mouvement, plus les ailes de l'augure. On peut voir plusieurs lignes qui vont vers le nord, dont une passe juste entre deux. Un des trois horizons, Guido, à droite, dans sa course folle, voltige d'image en image. Le monde est un globe magique,
accroché à un fil rouge, et il est un enfant qui s'amuse, un joueur avide et innocent. Pour être visible, le temps cherche des proies, s'entassent des durées les unes au-dessus des autres, de la terre imprécise au ciel rigoureux, une pièce montée, formant un escalier automoteur qui va du sol à la lune, les retours. Les jeunes fous y guident les aveugles, comme Lucas sur la gauche en circuit fermé, et les yeux à moitié morts, qui ne montrent rien, animés et pas, contemplent des tas d'idées, le ballon lumineux, l'ombre de la ville, l'agitation permanente des planètes, et pourtant sa distraction est à son comble. Il se souvient de quelque chose qu'il ne savait pas savoir, sa figure dans son livre où tout y est déjà, la somme de toutes les sommes, le vide d'un rêve. C'est un peu de temps à l'état pur, une vraie sérénade. Devenu comme une pierre, ou la fleur qui se fiche quand la nuit tombe et dort, Lucas est impassible sous la lune, rivé à son poste d'observation, le visage aussi stable qu'un masque historique. Il se tient d'un seul tenant sur le bord, là, où on regarde les choses et inversement, dans l'air et sans aucun son. Il contemple avec une telle assiduité la plus haute activité et le bonheur pour certains, tout seul avec son fantôme d'œil, comment ce qui est absent impose sa présence. À la longue, des parties finissent par se détacher, la main électrique, sa bouche cousue et l'esprit rendu mobile. Ils quittent le corps et deviennent ce qu'ils voient. C'est une double opération, celle des âmes et des yeux hallucinés. Il peut se figurer la nature et ses lois cachées, les orages et les étoiles clouées à la voûte, l'ombre de la ville, les accidents de la muraille, les idées à demi-pensées, le bien beau, la boue, etc. Tous les objets dignes de son admiration, son voisin changé en arbre et lui-même en chien de faïence. D'habitude, elle cherche le niveau le plus bas possible, mais là, elle est sur les hauteurs, contenue par le récipient de verre qui peut plier de 3 pouces par seconde sans casser, en apesanteur, l'eau dormante, la pire, surtout isolée, un très petit lac, dont chaque partie est à son tour comparable à un lac ou à un œil grand ouvert qui prend toute la lumière, et dans lequel se reflète la ville, triste ville, indolente avec son image retournée comme dans une flaque, Urbino, en super élévation, mais figé et noyé dans son eau géométrique, sombre et un peu sale, un théâtre d'ombre dont le décor ne change pas et qui flotte dans la chambre, tel un drôle de rêve ou bien un nuage en formation. L'eau, miroir, serre, Guido, qui se tient si gentiment, un faux double rattaché, serre son amour-propre et sa ville idéale, éphémère et sans poids, tandis que l'air transporte tous les rayons vers l'œil halluciné, et grand ouvert de Lucas dans le regard, va juste à côté, très légèrement de biais par peur d'y perdre l'esprit et la vue. Car elle est le point mort de sa rétine, en apesanteur et dormante, si peu estimée. C'est une puissance inquiétante là où son compas est planté, aussi droit que l'est son bâton. Il est un aveugle en sursis, avant que le soleil ne l'évapore ou qu'elle ne retombe en pluie, une sacrée précipitation, longue et continue, car l'eau descend toujours, reste 7 ans dans les lacs, mais 9 jours seulement dans l'atmosphère. Muni de son bâton qui ne vibre, il ne produit aucun son, Lucas, mutique, indique sans aucune manière. Il ne dit ni ne cache, est une passe magnétique qu'il réalise au moyen de son 6e doigt, une branche bien taillée, avec électricité, sans appareil, avec la main. Il fixe les yeux au bout, tout ce qu'il faut pour faire un monde. Aussi vide que son regard qui traverse une forme si légère et flottante, pareil au reflet d'un corps dans une glace, la voyant sans le voir, sourd et à moitié aveugle, sa tige optique aux effets stupéfiants, glissée entre le pouce et l'index, la radioactivité dans l'air de la chambre, pour eux deux, Lucas et son état de conscience modifié, Guido, son émanation préférée.
Son pouvoir est très grand, il est une machine à projeter hors de lui ses pensées, et plus encore. Cette substance vitrifiée, tirée au trait, 96 au moins, vague et lumineuse, un ancêtre photographié qui pourrait bien être Clive lui-même, ou alors une soucoupe du futur, le reflet d'un rêve à venir 38 ans plus tard et qui défie toutes les lois de la pesanteur. Luca est un automate inquiétant, un super médium passé maître en fantasmagorie, et ce n'est sans doute pas Léonard, et pas Jacopo non plus, qui ont posé là cette figure vague et lumineuse, mais lui seul, le revenant qui en produit à son tour, cette cage spectrale passée au rayon X, aussi aiguë que l'est son œil presque éteint, capable de faire briller tous les objets et de rendre la vue aux aveugles. Son attention est à son comble, et sa volonté de même, celle de convoquer les éléments, et son auteur, mort, 17 siècles plus tôt. Pour ça, il a changé le jour en nuit, et inversement. Il veille quand chacun dort, alors l'image remonte, et ce n'est pas Euclide d'Alexandrie qui revient, mais son petit secret et son vide laissé en nous, des éclipses et des fragments, rien que des vérités possibles. Pour le servir, le temps cherche un valet, et il en trouve, prêt à le perdre et à le retrouver encore, à travers des figures composites et aussi variables qu'un lièvre, une très belle architecture dans la 4e dimension. C'est le polyèdre relié, qui n'en fait plus qu'une, l'ensemble de tous les moments, une vraie somme. En géométrie, pas de voie royale, et pourtant de l'un à l'autre, il est toujours possible de tracer une ligne surprenante, comme entre deux points quelconques, deux momies affranchies du temps. Les morceaux s'emboîtent, réalisent d'autres arrangements, une belle confusion, tandis que Guido fixe, impénétrable, son époque. Il s'agit d'un homme grandeur nature, habillé en moine franciscain, qui contemple des vérités mathématiques par les mêmes mouvements des doigts et le souffle de sa bouche, muette, une machine dans ses moindres parties, à remonter le temps, aussi raide qu'une armure. Son corps est branché sur l'atmosphère et sa pensée sur la matière, qui ne manque pas de propriété, qu'il capte et enregistre une surface enchantée, avec cette figure lunaire pour faire revenir son grand absent d'Alexandrie. Comment les choses manquantes imposent leur présence. Luca a le goût des études nocturnes, il sait bâtir et mesurer ce pourquoi Euclide n'oublierait, la maturité calme et un petit air irrésolu et triste. Une surface étonnante, le tableau où circulent tous les flux et les reflux, formant une très belle arborescence, le portrait d'un flegmatique avec son couteau le grand-duc. Pour aller contre son humeur, il s'amuse avec des carrés magiques, un curieux jeu d'esprit, ou bien mange du cresson des fontaines. Il s'agit d'un jeune homme, grandeur nature, dont le regard part vers l'extérieur, à la rencontre d'un autre, une image égale à son double, mais pas tout à fait. Jacopo aurait placé là un miroir, car avec, il aura vite fait de se reproduire lui-même, et le ciel, plus tout ce qu'il y a dedans, un bel autoportrait à l'abat-jour. Ou bien le peintre en oiseau de nuit, Bubo, à la vue si perçante, mais dont les yeux impassibles ne montrent aucun mouvement, et qui veille très discrètement sur sa ville perchée. On vous donne un visage et vous en inventez un autre, une nouvelle face, de profil ou de trois quarts. C'est ainsi que Guido le dévisage, avec des ombres profondes pour l'effroi et une lumière forte pour l'étonnement. Ou bien, comme tombé dans la lune, sans un son, la figure détachée de l'ancêtre à qui rien n'est inconnu, ni les cercles, ni le moindre triangle, encore moins ce drôle de secret doré, une simple illusion de l'esprit qui assure le passage, car tout le monde hésite. La plante, l'âne, le tableau, la table. La vache voit les étoiles et les égale à zéro. Luca, lui, est aussi stable qu'elle. Il est une machine à regarder, la tête encapuchonnée, comme vide, plus un masque, celui du visage resté à Alexandrie. C'est le dépaysement complet, une ombre légère qui repose sur 5 doigts et le bout de son bâton, une flûte très spéciale
qui rassemble tous les sons mais n'en produit aucun. Avec une vue plus subtile, il verrait l'ensemble bouger, tourner, tel un micro-sillon, sa figure dessinée en une interminable reprise, changer l'air de sa chambre d'une manière et parfois d'une autre, mais il ne fixe que l'envers des choses. Il fait l'expérience maître des vertiges, et ce sont les arbres, les animaux et la matière qui le regardent. En particulier celle de la bulle aérienne, ce miroir bombé qui donne de la rondeur et qui fait le tableau où paraît la pensée bien avant qu'il ne pense, et lui renvoie une partie si rétrécie du monde, doublée de l'image de son voisin, Guido, qu'il ne peut regarder sous peine d'y perdre la vue. Merci beaucoup Suzanne et Co. Merci à tous d'être venus. Nous vous invitons à prendre un verre à l'étage en dessous. Et donc nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, jeudi 7 juin, pour une lecture avec Vanessa Place et d'autres auteurs, 9 poètes contemporains américains. Voilà. Ils sont tous nés en 21. Tous nés en 21, très contemporains.